Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. C'est un véritable défi, présenter en 15 minutes la fin de vie, les lois en Europe. Je me suis expliqué auprès du comité d'organisation qui ont bien compris finalement quelle allait être ma démarche aujourd'hui. Alors évidemment, la France est dans l'Europe, donc je vais vous parler quand même du droit de la fin de vie en France. Et puis j'ai choisi ensuite quelques pays distincts. Et en fait, ce qu'il faut véritablement, ce dont il faut véritablement prendre conscience, c'est comment naît la règle. C'est pas seulement comment elle est écrite, c'est comment elle naît. Quel est son contexte? Parce qu'aujourd'hui, si je vous donne un texte à lire, qui a été écrit en 1884, par exemple, il va vous paraître évident. Mais quand il est paru en 1884, c'était un texte de rupture, peut-être. Et aujourd'hui, on ne l'interprète pas de la même manière. Donc c'est pour ça qu'aller chercher une règle quelque part et vouloir la transposer ici, ça n'a pas toujours du sens. Et donc j'ai isolé un certain nombre de droits de la fin de vie pour vous montrer comment le droit est né. Et ça, c'est très important de savoir comment le droit est né. Après, il y a autre chose, il y a vous, les professionnels, qui êtes en charge de le faire appliquer. Alors, on va évidemment se concentrer un petit peu sur le droit de la fin de vie, le droit français, mais on va aller assez vite, parce que justement, il a son identité. Et puis ensuite, j'ai choisi 3 droits complètement différents, le droit hollandais, le droit belge et le droit suisse. Alors sur le droit français, d'abord, il faut préciser que la fin de vie est un thème très récent. La mort, en revanche, elle, est un thème extrêmement fourni. La mort, c'est une rupture, c'est à la fois la transmission et succession, mais la mort, c'est aussi la fin. Donc il y a plein de choses qui s'arrêtent à la mort, puisque celui qui exerçait une activité ne peut plus l'exercer, par exemple. Donc on a l'habitude de la mort. Par contre, la fin de vie, c'est très récent. C'est très récent, cependant, sur 2 points en particulier. La question du mariage posthume, très français, et la question des libéralités, là par contre c'est pas du tout français, ce sont des questions qu'on connaît beaucoup. Les libéralités in articulo mortis, c'est-à-dire à l'article de la mort. Donc on avait l'habitude, nous, les juristes, de voir des questions relatives à la fin de vie. C'est pour dire que, même si d'un point de vue médical c'est un sujet récent, nous, les juristes, quand même, on voyait des choses en perspective de la mort, avant la mort. Notre droit de la fin de vie, 4 dates, 99, 2002, 2005, 2016. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première loi, on est passé à côté. On est passé à côté, on était dans le contexte du sida. Et c'est Emmanuel Hirsch qui nous explique ça vraiment très bien, que vous avez un certain nombre de médecins qui ont accompagné les personnes qui étaient malades du sida et qui ont justement voulu que dans la loi, il y ait un accompagnement de la fin de vie. Je trouve qu'on devrait peut-être, en tout cas, voilà, je suis un scientifique, nous qui faisons de la recherche, on devrait essayer de rechercher tout ce qu'il y avait d'éthique dans la préparation de cette loi. Car quand on la lit, il y a très peu de choses. Le médecin sauvegarde la fin de vie du mourant. Voilà. Il y a très peu de choses, et on n'y a pas vu, finalement, tout ce qu'il y avait derrière. D'ailleurs, Emmanuel Hirsch disait qu'ils étaient quand même assez déçus. La loi de 2002, très important, Grégoire en a parlé tout à l'heure, nous, on va prendre tous nos droits de la fin de vie en droit français par rapport au consentement du patient. Et donc cette loi de 2002, elle est très importante puisqu'on a changé de paradigme. On est passé du contrat médical à la décision médicale. Mais une décision médicale que ne peut prendre le médecin que s'il a reçu le consentement du patient. Donc c'est un changement de paradigme, mais d'un autre côté, il y a toujours la place du consentement. Mais quand on est en fin de vie, on oublie un peu la part du consentement puisqu'on est face à quelqu'un qui ne peut pas consentir ou qui est très vulnérable. Voilà. Donc la question du consentement, est-ce qu'il est donné avant ce consentement? Comment ça va se passer? Ça c'est très important. Nous, on envisage, vous voyez, sur un concept très civiliste. 2005-2016, on va préciser les choses parce que rien n'avait été prévu en 2002, mais on va raisonner de la même manière. Notre droit français de la fin de vie, c'est un droit médical et il a été conçu à partir de concepts civilistes. Donc c'est un droit de transposition et c'est un droit d'exception. C'est un droit de transposition, là je passe un peu sur les choses, vous pourrez les retrouver après. Quand on a introduit les directives anticipées en France, en 2005, on a essayé de transposer une technique juridique millénaire, bimillénaire, qui est celle du testament. Donc quand tu parlais tout à l'heure de personnes qui n'étaient pas compétentes, ben voilà,
Comment peut-on manifester une volonté anticipée sur un refus de soin ou sur la volonté d'un soin au risque de mort, sachant qu'on ne maîtrise pas du tout le contexte, puisqu'on ne sait pas du tout, parfois, la maladie dont on va mourir. Donc on voit bien qu'il y a des obstacles juridiques, il y a des obstacles psychologiques. Je n'ai pas le temps de traiter tout cela. Il y a évidemment la question de la force obligatoire de cette volonté qui va poser problème. On a eu un échange de mails et donc très vite vous tombez dans la simplicité en disant ben non, ils n'ont pas force obligatoire. Non, il ne faut pas tomber dans cette simplicité qu'ils n'ont pas force obligatoire. On essaye de leur dire qu'ils ont force obligatoire, mais il y a des exceptions à la force obligatoire. Pour un juriste, ce n'est pas la même chose, le principe et les exceptions. D'accord? Donc on ne se cale pas que sur une seule règle. On essaye de voir large, puisqu'on aura tellement de cas à appliquer, qu'il faut bien essayer de voir le cadre juridique de manière large. Donc vous voyez qu'on a essayé de transposer une technique qu'on connaissait depuis des milliers d'années, le testament, à quelque chose de complètement différent, qui est avant la mort. Mais voilà, c'est très difficile, ça n'a que 15 ans, et clairement, on est des bébés par rapport à cette technique juridique. J'aimerais bien revenir dans 100 ans ou dans 200 ans, faire un testament sur les directives anticipées, je pense qu'on sera bien meilleur. Voilà. Nous, les juristes, on a l'habitude de raisonner sur des techniques juridiques qui sont roulées par les siècles. Le droit romain le droit nous vient des Romains. Les Romains nous ont laissé des routes, des ponts, et puis le droit. Voilà. Vivre en paix. La Pax Romana. Ça a 2000 ans, les techniques juridiques. C'est pas l'informatique qui est tout récent. Le droit, c'est une vieille discipline. Donc quand on est sur des concepts totalement nouveaux, il faut être très, très, très prudent. On n'est jamais sûr de bien faire les choses. Et puis psychologiquement, il y a plein de réticences. Autre transposition, donc je n'ai pas le temps de tout rentrer dans les détails, mais vous pourrez le retrouver, la personne de confiance. La personne de confiance est totalement nouveau. À partir de quoi on a raisonné? Par rapport au mandat. Alors ça, c'est très important. Le mandat, je vous rappelle, vous connaissez plutôt le mot de procuration, mais mandat et procuration, c'est distinct. Le mandat, c'est l'accord de volonté. La procuration, c'est le papier qui prouve qu'on a fait un mandat. Donc, le mandat, c'est un accord de volonté entre le mandant et le mandataire, par laquelle le mandataire, finalement, va prendre une décision qui engage le mandant. Donc, il y a un rapport de confiance. Il faut l'avoir écrit. D'accord? Problème, est-ce que nous, la personne de confiance, est un mandat à la santé? En droit belge, oui. En droit français, non. En droit français, la personne de confiance, on a essayé en 2016 de se rapprocher de la technique du mandat. On ne peut pas choisir une personne de confiance sans qu'elle le sache, sans qu'elle ait accepté, sans qu'elle ait accepté par écrit, certes, mais elle ne donne qu'un avis. Mieux, elle ne fait que témoigner. Elle ne prend pas de décision. Donc là, vous voyez, s'il n'y avait qu'une seule chose à vous dire, et puis après je retourne à la faculté de droit faire cours avec mes étudiants, c'est ne pas dire à une personne de confiance que c'est elle qui décide. Il y a plein de gens qui rentrent un jour à l'hôpital, qui se disent voilà, je vais désigner personne de confiance, et c'est elle qui décide. Et si vous commencez à lui dire comme ça, voilà, ça part mal. C'est juste un témoin. Donc la personne de confiance, elle l'accompagne, et pour témoigner, il faut avoir vu, il faut avoir entendu, il faut avoir été présent. Donc on n'est pas là au moment grave, on est là dans toute la vie pour pouvoir témoigner, et surtout témoigner d'un continuum d'acceptation, de refus, de tout ce que nous a dit Guillaume. C'est ça qui est important. Ce qui est particulier ensuite dans notre droit français de la fin de vie, c'est que c'est un droit d'exception. Alors on a l'habitude avec les exceptions. La première grande loi d'exception, c'est l'IVG, 75. D'accord? Là, on arrive à nouveau à un droit d'exception, sauf que ça a été mal écrit, parce que c'est une loi qui a été faite par un médecin pour les médecins, la loi Leonetti, j'en parlerai après, et donc il manquait clairement des juristes. Et quand vous voulez faire une exception pénale, il faut l'écrire clairement. Or, ça n'a pas été écrit clairement. Ce qui était nouveau, c'est ce qu'on appelait le traitement à double effet. Bon, le texte est très mal écrit, on l'a un petit peu mieux écrit aujourd'hui, mais ça reste mal écrit. C'est-à-dire qu'il n'est pas clair que quand on suit cette loi médicale, il y a une exception à la règle générale du code pénal. Voilà. Ça, c'est tout le problème que comment naît notre droit de la fin de vie. Notre droit de la fin de vie, il est né après l'affaire Humbert, Vincent Humbert, on parlera après de Vincent Lambert, et Vincent Humbert, on a fait une loi après ce cas, mais on n'a pas fait une loi pour ce cas. Donc là déjà, c'est une grande réussite de ne pas avoir légiféré sur l'émotion. Alors on est dans un contexte de l'émotion, mais pas sur l'émotion. Problème,
c'est qu'on n'a pas fait un texte de droit pénal. Donc il y a des difficultés. Pour l'instant, il n'y a aucune difficulté pratique, mais nous, à chaque fois qu'on prend la parole, juristes, surtout les pénalistes, moi je ne suis pas pénaliste, c'est jamais assez facile. Jamais assez facile. Voilà. Alors je vais vous dire ça parce que dans d'autres pays, c'est complètement différent. Le traitement à double effet, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la question du consentement, il y a la question de la décision médicale, c'est quand un médecin prend une décision dans l'intention d'éviter la souffrance, et que ça a un effet secondaire d'abréger la vie, pas de causer la mort, vous voyez, abréger la vie, parce que son intention première, c'est celle d'abréger la souffrance, il n'y a pas meurtre, il n'y a pas homicide volontaire. Et alors le texte, là où il est mal écrit, c'est qu'il nous dit qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas informé le patient. Alors pour l'informer, il faut qu'il soit conscient. Or justement, il y aurait toutes sortes d'hypothèses où il ne serait pas conscient. Donc on a essayé de faire évoluer un peu les choses, mais vous voyez, on voit bien qu'on est mal à l'aise avec tout ça. Autre procédure de ce droit d'exception, la procédure collégiale, je vous entendais déjà en parler, voilà, attention à être très, très, très précis. La procédure est collégiale, mais ce n'est pas une décision collégiale. Donc on a tendance souvent à croire que oui, parce qu'on a une procédure collégiale, ce n'est pas une décision. Ça reste une décision médicale d'un seul homme, un médecin. Voilà. Et quand on a un procureur de la République qui va poursuivre, il y a un seul homme, il y a un médecin. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on poursuit, c'est parce qu'on n'a pas respecté cette procédure collégiale. L'affaire Bonne Maison, voilà, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais voilà, il faudrait qu'on raisonne par rapport à cette affaire Bonne Maison, parce que justement, il y a eu toute une affaire pénale qui a été très importante sur le droit de la fin de vie, sans doute beaucoup plus importante que l'affaire Lambert, qui est une fausse affaire, puisque pendant 10 ans, on a parlé de l'affaire Lambert, Vincent Lambert, comme une espèce de fin de vie, alors qu'en fait, il n'était pas en fin de vie. C'était tout autre chose. Voilà. Et donc ça, c'est le problème d'identifier la fin de vie. Alors maintenant que je vous ai expliqué le droit français, enfin, en tout cas dans ses caractères, droit médical, qui est né dans un contexte bien relayé par les médias, des grandes affaires, des grands noms, mais un droit qui n'a pas été pris pour répondre à des cas particuliers, mais un droit médical, et un droit médical de transposition. Vous voyez, un peu comme dans l'IVG, l'IVG elle est dans le code de la santé publique, elle n'est pas dans le code pénal, elle est dans le code de la santé publique, donc on instaure des exceptions. Alors, juste, voilà maintenant le trait caractéristique de chacune des autres législations. Je regarde la note parce que 5 minutes, c'est parfait, merci. Parce que je suis attendu à 10h en cours. Les étudiants, ils ne vont pas m'attendre longtemps. Alors, on parle de La Hollande en premier. La Hollande, c'est pour ça que je suis venu avec ce bouquin, parce qu'on a eu la chance, quand on a fait le colloque de 2015, dont les actes sont publiés là, c'était un colloque à Caen avec les reines, on avait la chance d'avoir le juge Cortens. Le juge Cortens, c'était le premier président de la Cour suprême de Hollande. Et en Hollande, eh bien, c'est parti d'une affaire. Donc, c'est un droit jurisprudentiel. Un droit jurisprudentiel par rapport à une affaire pénale. Alors, il y en a eu plusieurs, mais c'est celle de 84 qui est la plus importante. Et là, vous avez, eh bien, des magistrats d'une autre juridiction qui vont se poser la question, est-ce que, oui ou non, il y a transgression de la loi pénale? Et ils y ont vraiment réfléchi avec, comme on l'a fait nous sur la question de la GPA en 91, avec des amicus curiae, c'est-à-dire qu'on fait venir des savants, on fait venir des personnes qui vont pouvoir expliquer ce qui se joue à ce moment-là, et ils vont essayer de créer une jurisprudence d'exception, avec une très grande autorité, d'autant plus grande que ce n'étaient que des juges catholiques qui ont mis à distance leurs convictions religieuses. À la suite de cela, eh bien, il y a eu une loi, et il y a eu surtout, si j'ose dire, une commission nationale qui était en charge, finalement, de faire remonter tous les cas difficiles pour voir lorsque on pouvait approcher de cette jurisprudence. Et il nous donne les chiffres, 5500 cas signalés par les médecins à cette commission nationale et que 4 avant la loi qui posaient problème. Donc on s'est dit, faire une loi qui va transposer
cette jurisprudence et créer un fait justificatif spécial, c'était posé. Donc un fait justificatif spécial, pour que ceux qui ne sont pas juristes, je vous rappelle que pour commettre une infraction pénale, il y a 3 éléments. Il faut un texte de loi, il faut une intention pour commettre un crime, et il faut un fait matériel. Quand la loi dit, dans ce cas-là, il n'y a pas crime, c'est ce qu'on appelle un fait justificatif. Le fait justificatif neutralise l'élément légal de l'infraction. Donc là, c'est très clair dans la loi hollandaise. Vous avez un fait justificatif spécial. Et il va être défini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez que c'est extrêmement strict. Problème, on ne vit pas quand on est médecin avec un code pénal sous la main. Donc on va souvent s'approcher de la ligne jaune sans la transgresser. Et donc il y a toujours des cas chaque année où il y a des médecins qui vont considérer que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et pourtant on n'est pas strictement dans l'infraction pénale. Cela veut donc dire qu'en France, on peut être, et là je m'adresse qu'avec des médecins, donc le public est conquis, c'est facile, mais c'est que pour moi, on ne pense pas une législation sur la fin de vie en droit pénal. On la pense d'abord avec ceux en charge de l'appliquer. Parce que si vous la faites en droit pénal, vous aurez un texte qui sera extrêmement strict et qui ne va pas vous laisser à l'aise. Parce qu'il ne faudra pas se rapprocher de la ligne jaune. Et vous allez, vous, dans votre déontologie, voir les choses un peu autrement. Tout simplement pourquoi? Parce que, quand l'affaire Bonne-Maison l'a montré, quand un médecin commet un comportement qui suscite la réprobation de ses pairs, il y aura une sanction disciplinaire qui sera beaucoup plus facile à atteindre que la sanction pénale. Docteur Bonne-Maison a été radié de l'ordre des médecins. Il n'y a jamais eu de discussion sur ce point. La question de sa responsabilité pénale, elle a été très légère. Sur 18 cas, je crois qu'il n'y en a eu que 3 ou 4, on supposait. Vous voyez, là, voir cette question en législation que sous le seul prisme du droit pénal, c'est pour moi insuffisant. Voilà, c'est pour moi insuffisant. Voilà. On passe au droit belge maintenant. Donc le droit belge, c'est une autre manière de voir les choses. Vous voyez qu'en droit belge, en 2002, vous avez eu 3 grandes lois. 3 grandes lois, c'est-à-dire que le législateur, il a fait 3 lois indissociables. Une sur l'euthanasie, c'est la première, puis 2 autres, sur les soins palliatifs et les droits du patient. C'est donc qu'il y a eu un gros travail parlementaire sur l'euthanasie, mais l'euthanasie dans une réflexion globale de santé publique. Pas une loi d'exception médicale, une réforme d'ensemble. Et cette réforme d'ensemble, elle a été portée aussi par des réflexions éthiques. Donc ce second caractère est très important. Donc vous voyez, nous, si on avait à évoluer, ça serait plutôt sur le modèle belge. Voilà, je trouve. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tout reposer sur la décision du médecin, sur la décision du patient? C'est autre chose. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas tant comment on écrit le texte, mais comment on le pense. Et quel est le contexte dans lequel on le pense. Voilà, c'est ça l'idée que je voulais faire passer ce matin. 3e droit, très différent, parce que j'ai lu tous les autres, et finalement, c'était les 3 modèles. Hein. Donc, 3e loi, y compris à l'étranger. 3e loi, complètement différente, le droit suisse. Dans le droit suisse, vous avez un texte du Code pénal de 1941 qui est une rupture par rapport au suicide. Le suicide était un crime, une infraction pénale. Et on a décidé de décriminaliser le suicide en 1941. Et là, on a dit, oui, mais si on décriminalise le suicide, si on dépénalise le suicide, il faut quand même maintenir en pénalisation celui qui incite au suicide. Voilà. Et donc, on a fait un texte, l'article 115 du Code pénal 1941, voilà, parce qu'on a eu toute une réflexion pénale à cette époque-là. La Suisse n'est pas un pays neutre, ils avaient le temps de faire ça à cette époque. Et donc, vous voyez, vous avez un texte pénal, là encore. Et quand on fait un texte pénal, c'est d'interprétation stricte. C'est extrêmement strict. Et donc, comme c'est strict, eh bien, à côté, on a pu avoir une tolérance qui s'est développée sur le suicide médicalement assisté. Voilà. Donc, finalement, ça s'est développé, législation non médicale, premier caractère. 2e caractère,
eh bien, dans le silence de la loi, c'est la liberté, et donc il y a eu un acte de tolérance. Troisième caractère très important, parce qu'on voit que dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Genève, les choses se précisent, il s'agit d'organiser la mise en œuvre d'une liberté. Ce n'est pas un droit, c'est la mise en œuvre d'une liberté. Donc on ne peut pas demander à autrui de le faire pour soi. Donc c'est pour ça que le quatrième caractère est le plus important, même s'il n'est pas suffisant en lui-même. Le dernier geste du processus conduisant à la mort doit, dans tous les cas, être accompli par le patient lui-même. Donc vous voyez, on ne peut pas transposer chaque chose dans notre droit, parce qu'il faut le replacer dans toute la législation. D'accord? Ben voilà, écoutez, j'espère que vous avez compris que finalement, le droit, c'est un peu plus compliqué que simplement de transposer une règle. Il s'agit de le replacer dans une culture et un contexte, et se poser la question, comment fait-on les choses? Voilà, je vous remercie.